Mon mari a forcé mes 5 enfants à me frapper jusqu'à ce que je perde connaissance. Le dernier jour de sa vie, j'ai révélé qui était le véritable père de nos enfants. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre opinion est très importante. Et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est très importante. L'odeur des haricots brûlés m'a réveillée ce mardi matin. Mes mains ont tremblé en ouvrant la casserole et en voyant la nourriture ruinée au fond, collée comme une tache sombre qui semblait refléter exactement ce que je ressentais à l'intérieur. Valérie a dévalé l'escalier en faisant ce bruit, lourd qui me donne la chair de poule depuis des années, et quand il a vu la fumée sortir de la cuisine, son visage s'est transformé en ce masque de colère que je connais si bien. « Magnolia, espèce de bonne à rien, tu n'es même plus capable de faire cuire des haricots !» a-t-il crié en frappant la table si fort que les tasses ont tressailli. J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai gardé les yeux baissés comme je le faisais toujours. À 62 ans, après 35 ans de mariage, je savais que le moindre mot de ma part ne ferait qu'empirer les choses. « Pardon, Valérie, je vais en refaire », ai-je murmuré en prenant déjà une autre casserole dans le placard. Mes mains tremblaient encore, pas seulement à cause de la peur, mais à cause d'une sensation étrange qui grandissait en moi depuis quelques semaines. C'était comme si quelque chose changeait, comme si mon corps se préparait à quelque chose que je ne comprenais pas encore. Bertrand, mon fils de 28 ans, est apparu dans la cuisine encore en pyjama, avec l'air de quelqu'un qui se réveille, avec la gueule de bois. « Quel est ce bruit, papa ?» a-t-il demandé, ignorant complètement ma présence. C'était toujours comme ça. J'étais invisible pour mes propres enfants, une ombre qui préparait la nourriture et lavait le linge sans mériter ne serait-ce qu'un bonjour. « Ta mère a encore brûlé le déjeuner », a répondu Valérie en me lançant un regard méprisant. Elle passe son temps à commérer avec le voisin et oublie ses obligations ménagères. Mon cœur s'est arrêté. Il parlait de Sylvain, notre voisin veuf, qui parlait parfois avec moi de recettes et de plantes, quand je m'occupais du jardin. Des conversations innocentes, entre personnes seules qui trouvaient un peu d'humanité l'une dans l'autre. Mais dans les yeux de Valérie, même cela était un péché. Je ne commérais pas, je parlais juste, ai-je commencé. Mais les mots sont morts dans ma gorge quand j'ai vu l'expression de mon mari se transformer en une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. « Ferme-la !» a-t-il rugi en avançant vers moi. Je pensais avoir élevé une épouse décente, mais il semble que je me sois trompé. Bertrand, appelle tes frères et sœurs. Maintenant. Quelque chose dans son ton de voix a glacé mon sang. En 35 ans de mariage, j'avais reçu des gifles, des coups de poing, des mots cruels, mais je n'avais jamais vu cette expression dans ses yeux. C'était comme s'il avait décidé quelque chose de terrible, quelque chose qui changerait tout pour toujours. Dans les minutes qui ont suivi, nos 5 enfants sont apparus dans le salon. Iris, 26 ans, avec cet air supérieur qu'elle a hérité de son père. Côme, 24 ans, toujours prêt à faire plaisir à Valérie. Daphné, 22 ans, qui ces derniers temps me regardait à peine. Et Paul, le Benjamin de 20 ans, qui était autrefois collé à moi et qui maintenant semblait avoir honte de sa propre mère. « Asseyez-vous », a ordonné Valérie, en pointant le canapé comme s'il était un général commandant. « Des soldats. Nous devons avoir une conversation sérieuse sur le comportement de votre mère. » J'ai senti mes jambes flancher. Il y avait quelque chose dans la façon dont il a dit « votre mère » qui sonnait comme une sentence. Je me suis appuyée contre le mur de la cuisine en essayant de me tenir debout pendant qu'une sensation horrible grandissait dans ma poitrine. « Vous saviez que votre mère se comportait comme une femme de mauvaise vie ?» a commencé Valérie, sa voix chargée d'une théâtralité cruelle. « Elle parle avec des hommes dans la rue, se propose comme une moins que rien. »« Ce n'est pas vrai ?» ai-je réussi à crier, mais ma voix était faible, désespérée. Je parlais juste des plantes, de « menteuse !» a-t-il hurlé en pointant son doigt vers moi comme si j'étais une criminelle. « Sylvain m'a tout dit. Comment tu te proposes à lui? Comment tu lui fais des avances comme une chienne en chaleur ?» Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je savais que c'était un mensonge. Je savais que Sylvain ne dirait jamais une chose pareille, parce que cela n'est jamais arrivé. Mais là, dans ce salon, en voyant mes 5 enfants me regarder froidement, j'ai compris que la vérité n'avait plus d'importance. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire ?» a demandé Bertrand,
et il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a profondément effrayée. Ce n'était pas de la surprise, ce n'était pas de l'indignation, c'était comme s'il attendait ce moment. Valérie s'est levée lentement, marchant vers moi à pas lourds. Nous allons lui apprendre ce qui arrive aux femmes qui déshonorent leur famille. Nous allons lui montrer que dans cette maison, on respecte les valeurs. C'est alors que j'ai vu Iris sourire. Un sourire froid, cruel, qui m'a fait comprendre qu'elle savait peut-être ce qui allait arriver. Daphné regardait ses ongles, indifférente à mon désespoir. Com et Paul ont échangé des regards comme s'ils recevaient des instructions silencieuses. « Vous allez m'aider à corriger votre mère », a annoncé Valérie, et ces mots ont résonné dans la pièce comme des coups physiques. Elle doit apprendre que les actions ont des conséquences. J'ai essayé de courir. Mes pieds se sont déplacés, instinctivement vers la porte, mais Bertrand s'est levé plus vite et m'a bloqué le chemin. Ses yeux, qui autrefois me regardaient avec l'amour d'un fils, avaient maintenant la même froideur calculatrice que son père. « Où croyez-vous aller ?»« Madame ?» a-t-il demandé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu mon propre fils me traiter comme une étrangère. « S'il vous plaît, » ai-je imploré en regardant chacun de mes enfants. « Vous êtes mes enfants. Je vous ai portés dans mon ventre, je vous ai allaités, je vous ai soignés quand vous étiez malade. Et maintenant, tu es malade, » a interrompu. Valérie. Malade d'immoralité, mais on va te guérir. Ce qui s'est passé ensuite résonne encore dans mes cauchemars. Mes propres enfants, les 5 êtres humains que j'ai mis au monde et que j'ai aimés inconditionnellement, m'ont tenu par les bras pendant que Valérie criait des instructions comme un réalisateur d'un film d'horreur. Chaque gifle faisait moins mal que la trahison dans leurs regards. Chaque coup de poing était moins dévastateur que de réaliser que j'avais créé 5 étrangers capables de me blesser physiquement sur ordre de leur père. Quand j'ai finalement perdu connaissance sur le sol froid de la cuisine, la dernière chose que j'ai vue a été Paul, mon bébé, me regarder sans expression tout en essuyant ses mains sur son pantalon. 3 jours plus tard, je me suis réveillée dans un lit d'hôpital avec le corps meurtri et un trou dans la poitrine que je savais ne jamais pouvoir combler. L'infirmière qui s'occupait de moi avait des yeux doux, comme ces personnes qui parviennent encore à voir de l'humanité là où d'autres ne voient qu'un numéro de plus sur la liste des patients. « Comment vous êtes-vous blessé autant que ça ?» a-t-elle demandé en changeant le pansement de mon bras droit, où il y avait une marque violette qui allait du poignet au coude. « Je suis tombée dans l'escalier », ai-je menti en regardant. Par la fenêtre de la chambre pour ne pas avoir à croiser ses yeux bienveillants. C'était l'histoire que j'avais apprise à raconter, le mensonge qui protégeait ma famille même après tout ce qu'il m'avait fait. Parce qu'au fond, même avec le corps brisé et le cœur en miettes, j'étais toujours la mère de ces 5 adultes qui m'avaient battue. Valérie est apparue à l'hôpital en fin d'après-midi du 3e jour, portant des fleurs jaunes que je savais qu'il avait achetées chez le fleuriste Bon Marché du coin. Il s'est assis sur la chaise à côté du lit avec cet air de mari, inquiet qu'il représentait si bien quand il y avait d'autres personnes autour. « Comment te sens-tu, mon amour ?» a-t-il demandé en tenant ma main avec une délicatesse feinte qui me donnait la nausée. L'infirmière a souri, comme si elle assistait à une scène touchante de dévotion conjugale. « Mieux », ai-je répondu doucement, sentant mon estomac se retourner en sentant son contact. C'étaient les mêmes mains qui, 3 jours plus tôt, avaient ordonné que je sois battue, qui m'avaient pointé du doigt comme si j'étais un animal qui devait être dompté. Après le départ de l'infirmière, son visage a complètement changé. Le faux sourire a disparu, laissant place à cette expression froide que je connaissais si bien. « J'espère que tu as appris ta leçon », a-t-il murmuré en serrant ma main, assez fort pour me faire mal. « Et j'espère que tu sais garder ta bouche fermée sur ce qui s'est passé. » J'ai acquiescé en silence, car je savais que le moindre mot pouvait provoquer quelque chose de pire. Valérie était comme ça, imprévisible comme un animal blessé, capable d'exploser pour n'importe quelle raison que son esprit tordu considérait comme une insulte. « Les enfants vont bien », a-t-il continué, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de parler de nos enfants après qu'ils aient participé à mon humiliation. Bertrand a dit que c'était une expérience qui lui avait ouvert les yeux sur la façon dont une famille devait fonctionner. J'ai senti quelque chose mourir en moi en entendant ces mots. Mon fils aîné, que j'appelais mon prince quand il était petit, avait considéré me battre comme une expérience éducative. Qu'avais-je fait de mal dans leur éducation?
Où avais-je échoué en tant que mère? Dans les jours qui ont suivi, de retour à notre maison à Nanterre, la vie a continué comme si de rien n'était. Je préparais les repas, je lavais le linge, je nettoyais la maison, mais quelque chose de fondamental avait changé pour toujours. Chaque fois qu'un de mes enfants entrait dans la cuisine, mon corps se raidissait involontairement. Chaque fois que Valérie élevait la voix, mon esprit revenait à ce moment terrible dans le salon. C'est Daphné qui a la première démontré que la dynamique familiale avait changé de façon irréversible. Un samedi matin, alors que je repassais du linge dans la buanderie, elle est apparue avec une expression de supériorité que je n'avais jamais vue auparavant sur le visage de ma fille. « Maman, j'ai besoin que tu me prêtes 500 €, a-t-elle dit. Elle n'a pas demandé, elle a ordonné. Je sors avec les filles ce soir. Ma fille, tu sais que je n'ai pas cet argent, ai-je répondu en continuant à repasser une chemise de Valérie. On a du mal à payer les factures de la maison. Alors tu te débrouilles pour en trouver, a-t-elle rétorqué en croisant les bras. Après ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense que tu nous le dois. J'ai arrêté le fer à repasser, en plein mouvement, sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Comment ça, je vous le dois? Oh, maman, tu nous as fait honte, tu nous as obligés à faire des choses que nous ne voulions pas faire. Maintenant, il est juste que tu compenses ça d'une manière ou d'une autre. La froideur dans sa voix m'a laissé sans voix. Ma propre fille me faisait du chantage émotionnel, utilisant mes coups comme monnaie d'échange pour obtenir de l'argent. C'était comme si cette violence avait libéré quelque chose de sombre à l'intérieur de chacun, de mes enfants, comme s'ils avaient enfin la permission de montrer un mépris qu'ils avaient toujours gardé caché. Comme a commencé à prendre de l'argent dans mon portefeuille sans demander, affirmant qu'il facturait les services rendus la semaine précédente. Iris a cessé de me saluer quand elle rentrait à la maison, me traitant comme si j'étais une employée invisible. Paul, qui a toujours été le plus affectueux, détournait maintenant le regard quand il me croisait dans les couloirs de la maison. Mais c'est Bertrand qui m'a porté le coup le plus douloureux de tous. Un lundi après-midi, alors que je préparais le dîner, il est entré dans la cuisine accompagné d'une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant. « Maman, voici Luciana, ma petite amie, » a-t-il annoncé avec un sourire fier. « Luciana, voici ma mère, celle dont je t'ai parlé. » La jeune femme m'a regardé de haut en bas avec un air de supériorité, comme si elle évaluait un vieux meuble que quelqu'un voulait vendre. « Enchantée, » a-t-elle dit sans enthousiasme, tendant à peine la main pour me saluer. Pendant le dîner, j'ai observé Bertrand raconter des histoires pour impressionner sa petite amie, des histoires où j'apparaissais comme le personnage comique, la mère maladroite qui ne réussissait rien. Luciana riait trop fort, approuvait exagérément chaque blague cruelle, et j'ai réalisé que mon fils avait choisi une femme qui l'aiderait à m'humilier encore plus. « Votre mère est bien différente de ce que j'imaginais, » a commenté Luciana, en me regardant comme si j'étais un animal exotique. Plus silencieuse. Elle a appris à rester à sa place, a répondu Bertrand, et il y avait une satisfaction sinistre dans sa voix. Parfois, les gens ont besoin d'une leçon pour comprendre comment les choses fonctionnent dans une vraie famille. Ce soir-là, après que tout le monde se soit endormi, je me suis assise sur le balcon arrière et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur, c'étaient des larmes de deuil. Je pleurais la mort de la famille que je pensais avoir, la mort de la mère que je croyais être, la mort de la femme qui avait autrefois rêvé d'une vie différente. C'est alors que j'ai commencé à remarquer des choses qui passaient inaperçues auparavant. Valérie sortait tous les mardis et jeudis soirs, affirmant qu'il allait jouer au domino avec ses amis, mais il revenait toujours avec une odeur de parfum féminin bon marché. Bertrand avait trop d'argent pour quelqu'un qui gagnait le SMIC à l'atelier. Iris parlait au téléphone à voix basse et raccrochait rapidement quand je passais près d'elle. J'ai commencé à observer, à écouter, à prêter attention aux détails qu'une épouse et mère soumise ne remettrait jamais en question. Et c'est ainsi que j'ai découvert le premier mensonge dans une pile de factures que j'ai trouvé oubliée dans le tiroir de la table du salon. C'était un relevé bancaire d'un compte que je ne connaissais pas, un compte au nom de Valérie avec un solde qui a arrêté mon cœur. 15 000 €. 15 000 € alors que je devais emprunter de l'argent à ma voisine quand il manquait du riz à la maison. 15 000 €.
caché de moi depuis Dieu sait combien de temps, alors que je vivais en comptant les pièces et en me sentant coupable pour chaque euro dépensé au supermarché. Ce soir-là, quand Valérie est rentrée à la maison en affirmant avoir perdu au domino, j'ai senti quelque chose de nouveau grandir dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse. C'était une froideur calculatrice, que je n'avais jamais ressentie auparavant, une sensation de pouvoir qui venait de finalement voir la vérité derrière les mensonges. « Comment s'est passée la partie ?» ai-je demandé, quand il s'est assis pour dîner, feignant l'intérêt habituel. « J'ai perdu 50 € contre ce salaud de Joachim », a-t-il menti en coupant le steak que j'avais préparé. De l'argent. Jeté par les fenêtres. J'ai acquiescé de la tête en souriant doucement, tout en planifiant comment je découvrirais où était caché tout cet argent. Parce qu'une chose que j'avais apprise cette semaine terrible, si ma propre famille était capable de me blesser physiquement, je devais découvrir de quelles autres façons j'étais trahi à l'intérieur de ma propre maison. La découverte du compte secret n'était que le début. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à fouiller la maison quand j'étais seule, à la recherche de plus de preuves de la double vie que Valérie menait à mes dépens. C'est un jeudi, alors que je nettoyais sa garde-robe, que j'ai trouvé un vieux carnet caché entre les couvertures, en haut de l'armoire. Mes mains ont tremblé en feuilletant les pages. Là, il y avait des rendez-vous notés, des horaires, des noms de femmes que je ne connaissais pas. Rosangela, Motel Étoile, 19h, lisez l'une des notes les plus récentes. Mon estomac s'est retourné en réalisant que cet homme qui me traitait d'immorale pour avoir parlé avec le voisin fréquentait d'autres femmes depuis des années. Mais ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est d'avoir trouvé une lettre mâle, écrite au milieu du carnet, une lettre que Valérie avait commencé à écrire à cette Rosangela. « Ma chère Rosa », disait-il de son écriture maladroite. « Bientôt, je me débarrasserai de la vieille peau de vache que j'ai à la maison et nous pourrons commencer notre vie ensemble. Je suis déjà en train de faire en sorte qu'elle ne reçoive rien quand je partirai. » Je me suis assise par terre dans la chambre avec la lettre tremblant dans mes mains. 35 ans de mariage, 5 enfants élevés, une vie entière consacrée à cette famille, et au final, je n'étais que la vieille peau de vache dont il voulait se débarrasser. J'ai pleuré là, sur le sol froid de la chambre, serrant dans mes bras cette lettre qui détruisait toute illusion qui restait encore sur mon mariage. Mais les larmes ont été de courte durée. Quelque chose de différent grandissait en moi, une froideur que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai remis la lettre à sa place et j'ai commencé à planifier ma propre enquête. Si Valérie pensait qu'il pouvait me jeter comme un déchet, il se trompait lourdement. J'ai commencé à le suivre. Tous les mardis et jeudis, quand il sortait, en disant qu'il allait jouer au domino, j'attendais quelques minutes et je sortais derrière lui. J'ai découvert qu'il fréquentait des bars dont je ne soupçonnais même pas l'existence, des endroits où il dépensait de l'argent en achetant des boissons à des femmes assez jeunes pour être nos filles. C'est dans l'un de ces bars, caché, derrière une colonne sur le trottoir d'en face, que j'ai vu Valérie embrasser une femme blonde d'une 40aine d'années sur la bouche, ses mains se promenant sur son corps comme s'ils étaient adolescents. C'était Rosangela, j'en étais sûre, et l'argent qu'il dépensait avec elle était le même argent qu'il disait ne pas avoir quand j'avais besoin d'acheter des médicaments pour mon hypertension. Je suis rentrée à la maison ce soir-là avec une révolte bouillonnante dans ma poitrine. Il était là, assis dans le salon à regarder la télévision comme s'il était l'homme le plus honnête du monde, alors que je sentais encore l'odeur du parfum bon marché de l'autre dans ma mémoire. « Comment s'est passée la partie de domino ?» ai-je demandé, testant jusqu'où allait sa capacité à mentir. « J'ai gagné cette fois », a-t-il répondu sans même me regarder. 50 € à Joachim, ils sont dans mon portefeuille. Je suis allé jusqu'à son portefeuille et, bien sûr, il y avait un billet de 50 €. Probablement la monnaie d'une boisson qu'il a achetée pour Rosangela. Sa capacité à planifier des mensonges m'impressionnait et me terrifiait en même temps. Mais si Valérie avait ses secrets, je pouvais aussi avoir les miens. Et le plus grand secret de ma vie était gardé dans une boîte à chaussures au fond de mon armoire. Une boîte qu'il n'a jamais pris la peine d'ouvrir parce qu'il pensait qu'il n'y avait que des trucs de femmes à l'intérieur. La nuit suivante, quand toute la maison dormait, j'ai sorti la boîte de sa cachette et je l'ai ouverte, avec le soin de quelqu'un qui manipule un trésor. Là, il y avait les lettres, les photos,
les souvenirs d'un amour que j'ai vécu avant que Valérie n'apparaisse dans ma vie. Antoine, l'homme qui m'a vraiment aimé quand je n'avais que 19 ans. J'ai pris une des lettres avec des mains tremblantes et je l'ai lue pour la 100e fois. Magnolia, mon amour, tu es la plus belle femme qui ait jamais existé dans ce monde. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression de pouvoir conquérir n'importe quoi. Des larmes ont coulé sur mon visage, en me souvenant de cette époque où j'étais aimée, respectée, désirée par quelqu'un qui voyait la beauté, là où aujourd'hui je ne vois que des rides et de la fatigue. Antoine et moi nous sommes rencontrés lors d'une fête de village à l'église. Il était professeur, de 2 ans mon aîné, avec des yeux bruns qui semblaient voir directement dans mon âme. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, 2 ans d'un bonheur que je ne savais même pas qu'il était possible de ressentir. Il me traitait comme une princesse, m'emmenait me promener dans le centre-ville, achetait des fleurs juste pour le plaisir. Mais mon père ne l'aimait pas. Il disait qu'un professeur ne gagnait pas d'argent, que j'avais besoin d'un homme sérieux comme Valérie, qui avait déjà un petit garage et un avenir assuré. La pression a été telle que j'ai fini par céder quand Valérie m'a demandé en mariage, même avec le cœur saignant de la séparation d'Antoine. Ce que mon père n'a jamais su, ce que Valérie n'a jamais soupçonné, c'est qu'Antoine et moi nous sommes rencontrés une dernière fois après mon mariage. C'était par un après-midi pluvieux, 3 mois après la lune de miel. J'étais enceinte de Bertrand et désespérée, car je savais qu'il y avait une chance, même infime, que cet enfant ne soit pas le fils de mon mari. Cet après-midi-là, dans les bras d'Antoine, pour la dernière fois, je me suis sentie vraiment aimée. Il a pleuré quand j'ai dit que je ne pouvais plus le voir, que je devais essayer d'être une épouse décente. Et j'ai pleuré aussi, parce que je savais que je perdais la seule personne qui me connaissait vraiment. Pendant 35 ans, j'ai porté ce doute comme un poids sur ma poitrine. Chaque fois que je regardais Bertrand, je me demandais si je voyais des traits d'Antoine sur ce visage. Quand Iris est née, je cherchais des similitudes qui pourraient me donner un indice. Et ainsi de suite, avec chacun des 5 enfants. Un doute silencieux qui me rongeait de l'intérieur. Mais maintenant, assise par terre dans ma chambre à 3 heures du matin, regardant les photos jaunies d'un amour perdu, j'ai compris que ce doute pouvait être mon arme la plus puissante. Si Valérie voulait se débarrasser de moi, si mes enfants me traitaient comme un déchet, il était peut-être temps qu'ils découvrent certaines vérités sur la famille parfaite qu'ils pensaient avoir. J'ai remis les lettres dans la boîte et je suis retournée au lit, mais je n'ai pas pu dormir. Mon esprit bouillonnait de plans, de possibilités, d'une soif de justice qui grandissait à chaque heure. Valérie ronflait à côté de moi, complètement inconscient du fait que la vieille peau de vache qu'il méprisait était en train de se transformer en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Le lendemain matin, en préparant le petit déjeuner, j'ai observé chacun de mes enfants avec des yeux différents. Bertrand avait les yeux bruns comme ceux d'Antoine. Iris avait une fossette au menton que j'ai toujours attribuée à la génétique de ma famille, mais qui pourrait très bien venir d'ailleurs. Com avait une façon de sourire qui me rappelait quelqu'un, mais pendant toutes ces années, j'ai forcé mon esprit à oublier de qui. « Bonjour maman », a dit Paul, étant le seul qui gardait encore un minimum d'éducation avec moi. À 20 ans, il était le plus jeune, et c'est peut-être pour cela qu'il n'avait pas encore complètement perdu son humanité. « Bonjour mon fils », ai-je répondu en servant le café au lait dans sa tasse. Pendant un instant, j'ai ressenti un pincement de remords pour ce que je planifiais. Mais ensuite, je me suis souvenu de la froideur dans leurs yeux quand ils m'ont battue. Je me suis souvenu de la façon dont ils me traitaient maintenant comme une employée. Et le remords a été remplacé par une détermination de fer. Si ma propre famille était capable de me détruire, je pouvais aussi les détruire. Et la première personne qui paierait serait Valérie, l'homme qui a transformé ma vie en enfer et qui prévoit maintenant de me jeter comme un déchet. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai appelé le numéro qui était noté dans le carnet de Valérie et, en me faisant passer pour une employée du centre de santé, j'ai pris rendez-vous avec Rosangela pour des examens de routine. J'avais besoin de voir le visage de la femme, que mon mari pensait valoir plus que 35 ans de mariage. Le rendez-vous était prévu le lendemain matin, dans un café près du centre de santé que j'ai inventé. J'ai passé toute la nuit à planifier ce que je dirais, comment je me présenterais, quelle serait ma stratégie pour découvrir jusqu'où allait leur relation.
parce que si Valérie prévoyait de me laisser sans rien, j'avais besoin de savoir exactement ce à quoi je faisais face. Pour la première fois depuis des mois, je me suis endormie avec un sourire aux lèvres. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'une femme qui avait finalement décidé de riposter. Le café était presque vide quand Rosangela est arrivée. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle était exactement comme je l'avais imaginée en la voyant de loin dans le bar. Sauf que maintenant, de près, j'ai réalisé qu'elle était plus âgée qu'elle ne le paraissait de loin. Elle devait avoir environ 45 ans, bien plus jeune que moi, mais pas la jeune femme que mon esprit jaloux avait créée. « Vous êtes du centre de santé ?» a-t-elle demandé en s'approchant de la table où j'étais assise, au fond, du café. Il y avait de la nervosité dans sa voix, comme si elle craignait de mauvaises nouvelles concernant sa santé. « En fait, non », ai-je répondu en indiquant la chaise en face de moi. « Je suis Magnolia, la femme de Valérie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous devons parler. » J'ai vu le sang disparaître de son visage. Ses mains ont tremblé en tirant la chaise, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait s'enfuir, mais la curiosité ou la culpabilité l'ont fait rester. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », a-t-elle menti en évitant mon regard. « Je ne connais aucun Valérie. » J'ai sorti de mon sac une des photos que j'avais prises discrètement la semaine précédente, où elle apparaissait en train d'embrasser mon mari devant la porte du bar. Je l'ai posée sur la table entre nous deux, comme on pose une carte maîtresse dans un jeu. « Vous le connaissez », ai-je dit calmement en observant le désespoir grandir dans ses yeux. « Et je vais être directe avec vous, Rosangela. Je sais tout, les rendez-vous, les cadeaux, vos plans. » Elle a commencé à pleurer, des larmes qui semblaient authentiques mêlées à un désespoir qui m'a donné une satisfaction étrange. « S'il vous plaît, Madame Magnolia, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Il a dit que vous étiez séparés, que votre mariage était terminé depuis des années. Et vous l'avez cru ?» ai-je demandé en sentant une colère contrôlée monter dans ma poitrine. « Vous avez cru qu'un homme marié depuis 35 ans était disponible comme ça, par hasard ?»« Il a montré des papiers, » a-t-elle sangloté. « Il a dit qu'il attendait juste que la séparation soit officialisée, que vous étiez déjà au courant de tout. » C'est alors que j'ai compris la profondeur de la trahison de Valérie. Il ne me trompait pas seulement. Il falsifiait une séparation inexistante pour convaincre d'autres femmes de s'engager avec lui. Le niveau de planification et de cruauté m'a laissé sans voix pendant quelques secondes. « Quel papier ?» ai-je insisté en essayant de garder ma voix ferme. « Des documents de l'avocat, des relevés bancaires montrant qu'il était en train de séparer les biens. » Elle s'est arrêtée, comme si elle réalisait qu'elle en révélait trop. Mon cœur s'est glacé. Séparer les biens? Quels biens? Rosangela m'a regardé avec une expression de quelqu'un qui vient de réaliser qu'elle était également trompée. La maison, les comptes. Il a dit que vous alliez tout diviser à parts égales et qu'il garderait sa part. J'ai senti le monde tourner autour de moi. Valérie ne prévoyait pas seulement de m'abandonner, il prévoyait de me voler. Notre maison, nos économies, tout ce que nous avons construit ensemble au fil des décennies. Et le pire, il utilisait cela pour conquérir d'autres femmes, en leur promettant une vie qui serait construite avec ce qui était mien de droit. « Où sont ces papiers ?» ai-je demandé en luttant pour ne pas montrer la panique que je ressentais. « Avec lui. Mais, Madame Magnolia, je vous jure que si j'avais su la vérité... » Elle a commencé, mais je l'ai interrompue. « La vérité est que vous aidez un homme à détruire une famille. » ai-je répondu en remettant la photo dans mon sac. « Et maintenant, vous allez m'aider à découvrir exactement ce qu'il prévoit. » Dans les 40 minutes qui ont suivi, Rosangela m'a tout raconté. Comment Valérie avait promis d'acheter un appartement pour eux dans le centre-ville. Comment il avait dit que dans quelques mois, il serait libre de se remarier. Comment il avait montré des relevés bancaires avec des sommes qui totalisaient bien plus que les 15 000 € que j'avais découverts. « Il a d'autres comptes ?» ai-je demandé en sentant ma tête battre. « 3 que je sache. Un à la Banque nationale de Paris, un au Crédit Agricole et un à la Société Générale. Il dit toujours qu'il est très doué avec l'argent, qu'il a réussi à économiser une fortune sans que vous le sachiez. Une fortune. Pendant que je vivais en comptant les centimes, en demandant de l'argent pour acheter des médicaments,
Valérie avait accumulé une fortune à mes dépens. Tout l'argent qu'il prétendait ne pas avoir pour les dépenses de la maison était gardé pour sa nouvelle vie avec Rosangela. Et les enfants ? ai-je demandé. Il parle de nos enfants ? Rosangela a baissé les yeux, honteuse. Il dit qu'ils soutiennent sa décision, qu'ils en ont aussi marre de vous et qu'ils préfèrent qu'il soit heureux. J'ai senti comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Mes propres enfants ne savaient pas seulement la trahison de leur père, mais la soutenaient. Toute cette farce de famille unie, toute cette performance de respect filial était un mensonge. Ils étaient du côté de Valérie depuis le début. Je suis rentrée à la maison cet après-midi-là en portant un poids qui semblait écraser ma poitrine. Valérie était dans le salon, en train de regarder la télévision, et pour la première fois depuis des années, j'ai réussi à le regarder et à voir exactement ce qu'il était. Un menteur, un voleur, un homme prêt à détruire tout ce qui l'entourait pour obtenir ce qu'il voulait. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé sans quitter les yeux de l'écran, feignant. L'intérêt marital habituel. « Normalement », ai-je répondu en allant à la cuisine pour préparer le dîner comme je le faisais depuis des décennies. Mais mon esprit était en ébullition. J'avais besoin de découvrir où il gardait ses documents. J'avais besoin de comprendre exactement comment j'étais volée. Pendant le dîner, j'ai observé mes enfants avec des yeux complètement différents. Chaque sourire faux, chaque parole polie, chaque geste de faux réconfort avait maintenant une signification sinistre. Ils savaient tous et participaient à ma destruction. « Maman, vous ne mangez pas », a commenté Daphné. Et il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait comprendre que même sa fausse inquiétude faisait partie de la pièce de théâtre. « Je n'ai pas faim », ai-je répondu en observant comment elle a échangé un regard rapide avec Valérie. C'était un regard de complicité, de personnes qui partageaient un secret. Ce soir-là, j'ai fait semblant de dormir et j'ai attendu que Valérie tombe dans un sommeil profond. Quand ces ronflements sont devenus réguliers, je me suis levée avec précaution et j'ai commencé à fouiller la maison de manière plus systématique. S'il avait des documents sur notre séparation, s'il prévoyait vraiment de me voler, j'avais besoin de trouver les preuves. C'est dans le bureau improvisé qu'il gardait dans la chambre d'amis que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans un dossier caché derrière de vieux livres, il y avait des documents qui ont glacé mon sang. Des procurations falsifiées avec ma signature. Des contrats de vente de notre maison, des virements bancaires qui m'excluaient complètement des biens que j'ai aidé à construire. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est d'avoir trouvé un document de séparation déjà signé, par lui et par quelqu'un qui a falsifié ma signature. Selon ce papier, j'acceptais de renoncer à tous les biens en échange d'une petite pension mensuelle. C'était comme si toute ma vie avait été réduite à quelques centaines d'euros par mois. J'ai photographié chaque document avec mon téléphone, en veillant à ce qu'aucun flash ne s'allume. Ma colère se transformait en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Valérie pensait être malin, qu'il pouvait me détruire sans que je m'en aperçoive. Mais il avait gravement sous-estimé la femme qu'il avait choisie comme victime. Quand je suis retournée au lit, j'avais déjà un plan en tête. Si Valérie voulait jouer sale, si mes enfants étaient disposés à me trahir, alors il était temps qu'ils découvrent qui était vraiment Magnolia. Il était temps de révéler des secrets que j'ai gardés pendant 35 ans, des secrets qui pourraient détruire la famille parfaite qu'ils pensaient avoir. J'ai regardé l'homme endormi à mes côtés, ronflant bruyamment, complètement inconscient, du fait que sa vieille peau de vache avait découvert tous ses plans. J'ai souri dans le noir, un sourire qui n'avait rien de doux ou de soumis. Demain, la guerre commencerait. Et cette fois, je ne serai plus la victime. La première chose que j'ai faite le lendemain matin a été d'appeler un avocat. Pas n'importe. Quel avocat? J'ai appelé Maître Dubois, le fils de Madame Carmigna, notre voisine depuis 20 ans. Il venait de terminer ses études et commencer son propre cabinet. J'ai pris rendez-vous pour le même après-midi, en affirmant que j'avais besoin de résoudre des questions personnelles urgentes. Valérie est partie à son garage comme toujours, embrassant mon front avec cette fausseté qui me donnait maintenant la nausée. Aujourd'hui, je vais rentrer tard, a-t-il dit, s'imaginant déjà passer l'après-midi avec Rosangela. Il y a beaucoup de travail accumulé. Pas de problème, ai-je répondu en servant son café avec un sourire qui cachait la tempête grandissante en moi.
Je vais en profiter pour organiser certaines choses ici à la maison. » Après son départ, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai étalé toutes les photos des documents que j'avais prises la nuit précédente. Le niveau de détail de la trahison de Valérie était impressionnant. Il ne me trompait pas seulement avec d'autres femmes, il me volait systématiquement depuis des années, détournant de l'argent, falsifiant des documents, planifiant ma destruction financière, avec la précision d'un criminel expérimenté. Maître Dubois m'a reçu dans son petit cabinet au centre-ville. C'était un jeune homme sérieux, d'une trentaine d'années, qui me connaissait depuis l'enfance et m'a toujours traité avec respect. Quand j'ai montré les documents, j'ai vu son visage devenir de plus en plus grave. « Madame Magnolia, c'est très grave », a-t-il dit en analysant les photos des contrats falsifiés. « Nous parlons d'escroquerie, de falsification de documents, d'abus de confiance. Votre mari risque plusieurs années de prison. »« Je ne veux pas qu'il aille en prison, » ai-je répondu, surprise de ma propre calme. « Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait, mais d'une manière différente. » « Comment ça ?» J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Je veux que vous utilisiez ces documents pour protéger mes biens, mais je veux aussi faire une révélation qui pourrait tout changer dans cette famille. » Au cours des 40 minutes suivantes, j'ai raconté à Maître Dubois l'histoire d'Antoine, notre relation avant le mariage, la rencontre que nous avons eue après mon mariage. J'ai parlé du doute que je portais depuis 35 ans sur la paternité de mes enfants, en particulier de Bertrand. « Vous voulez un test ADN ?» a-t-il demandé, comprenant où je voulais en venir. « Je veux ça. Mais avant, je veux qu'ils sachent tous qu'il existe cette possibilité. Je veux que Valérie et mes enfants comprennent qu'ils ne sont peut-être pas la famille parfaite qu'ils pensent être. Madame Magnolia, cela peut avoir des conséquences très graves. Êtes-vous sûre de vouloir suivre cette voie ?» J'ai regardé par la fenêtre du bureau, voyant l'animation de la rue, des gens normaux vivant des vies normales. J'aurais pu avoir une vie normale aussi, si je n'avais pas été trompée par un homme qui a transformé mon existence en un enfer déguisé en mariage. « J'en suis sûre, » ai-je répondu. « Ils ont détruit ma dignité, mon estime de soi, ma confiance. Maintenant, c'est à mon tour d'ébranler leur certitude. » Je suis rentrée à la maison avec un plan structuré. Maître Dubois préparerait toute la documentation nécessaire pour protéger mes biens et prendrait également des dispositions pour faire les tests ADN discrètement. J'aurais les armes légales pour me défendre, mais j'aurais aussi l'arme émotionnelle pour attaquer. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai observé chacun de mes enfants avec une intensité que je ne m'étais jamais permise auparavant. Bertrand avait vraiment les yeux d'Antoine, la même forme de visage. Iris avait une fossette au menton que j'avais toujours attribuée à ma famille, mais qui pouvait venir d'ailleurs. Com avait une façon de sourire qui... Mon Dieu, comment ai-je pu être aveugle si longtemps ? « Maman, ça va ?» a demandé Paul, remarquant mon regard fixe. « Tu as l'air inquiète. »« Je pense au passé, » ai-je répondu honnêtement. « À ce que les choses auraient pu être différentes si j'avais fait d'autres choix. » Valérie a ri avec dédain. « Quel passé ? Tu as toujours été la même chose, une femme au foyer ordinaire qui n'a jamais rien fait d'extraordinaire dans sa vie. » J'ai senti cette froideur familière grandir dans ma poitrine. « Tu te trompes, Valérie. J'ai été bien plus que tu ne l'imagines. Et il est peut-être temps que tout le monde découvre qui j'étais vraiment avant de devenir ta femme. » Il y a eu un silence étrange à table. Bertrand a arrêté de mâcher et m'a regardé avec curiosité. Iris a froncé les sourcils, comme si elle essayait de déchiffrer ce que j'insinuais. « De quoi parlez-vous, maman ?» a demandé Daphné. « Je parle d'une époque où j'étais vraiment aimée, » ai-je répondu en regardant directement Valérie. « Quand j'étais traitée comme une princesse par quelqu'un qui me respectait. »« Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» a murmuré Valérie, mais j'ai perçu de la nervosité dans sa voix. « Tu n'as jamais fréquenté personne de sérieux avant ?»« Moi ? Si, je l'ai fait. Et c'était la plus belle chose de ma vie. » Je me suis levée de table, sentant mon cœur battre plus vite. Antoine m'aimait d'une manière que vous ne comprendrez jamais. Il me traitait comme une reine. « Qui est Antoine ?» a demandé Bertrand, et il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait réaliser qu'il était sincèrement intéressé. « Quelqu'un que j'ai profondément aimé avant de me marier avec ton père. Quelqu'un qui me connaissait mieux que n'importe qui à cette table. »
Valérie s'est levée brusquement, la chaise faisant du bruit en traînant sur le sol. Assez de cette conversation. Ridicule. Tu parles comme une vieille sénile qui invente des histoires. Je n'invente rien, ai-je répondu en gardant une voix calme. Et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses sur cette famille que vous ne savez pas. Quelles choses a insisté Iris. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu un intérêt sincère dans ses yeux. J'ai regardé chacun de mes enfants, ces adultes qui m'ont maltraité, qui ont participé à mon humiliation, qui ont conspiré avec leur père pour me détruire. Il était temps de planter les premières graines du doute. Des choses sur vous, sur votre origine, sur des secrets que j'ai gardés pendant 35 ans pour protéger cette famille. « Maman, vous nous faites peur », a dit Paul, sa voix plus basse que d'habitude. « Il est peut-être temps que vous ayez peur », ai-je répondu. « Il est peut-être temps de remettre en question certaines certitudes que vous avez toujours eues. » Je suis montée dans ma chambre en les laissant en silence dans le salon. Je savais qu'ils étaient devenus curieux, intrigués, peut-être même inquiets. C'était exactement ce que je voulais. J'avais planté la première graine du doute, et ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'elle ne grandisse et ne se répande. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu Valérie parler à voix basse avec Bertrand dans le jardin. Je n'ai pas réussi à entendre les mots, mais le ton était inquiet. J'ai souri dans le noir de ma chambre. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais réussi à ébranler leur sécurité. Le lendemain matin, Iris m'a retrouvée dans la cuisine pendant que je préparais le petit déjeuner. Il y avait une curiosité nouvelle dans ses yeux, une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Maman, à propos d'hier soir, vous avez vraiment aimé un autre homme avant papa ?» J'ai arrêté de remuer le café et j'ai regardé ma fille. « Oui, plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Et cela a un rapport avec nous, avec notre famille ? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de passer à l'étape suivante de mon plan. « Oui, ma fille, cela a beaucoup à voir avec vous. » « Comment ça ? Il y a des choses sur votre conception qui ne sont peut-être pas comme vous l'avez toujours cru, surtout à propos de Bertrand. » J'ai vu le sang disparaître de son visage. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je dis que votre famille parfaite, avec votre père parfait, n'est peut-être pas si parfaite que ça, et que très bientôt, vous allez découvrir certaines vérités qui vont tout changer. » J'ai laissé Iris dans la cuisine, visiblement bouleversée, et je suis allée dans ma chambre chercher la boîte à chaussures où je gardais les lettres d'Antoine. Il était temps de commencer la deuxième phase de mon plan. Si ma famille voulait me détruire, elle devait être prête à en assumer les conséquences. Parce que la guerre ne faisait que commencer, et j'avais suffisamment de munitions pour détruire toutes les certitudes qu'ils avaient sur eux-mêmes. Les semaines suivantes ont été comme regarder un château de cartes s'effondrer lentement. La curiosité que j'ai plantée dans la tête de mes enfants a commencé à se propager comme un feu. Iris l'a dit à Daphné, qui l'a dit à Côme, qui a chuchoté quelque chose à Paul. Seul Bertrand, mon fils aîné, a maintenu une distance tendue, comme s'il savait que toute conversation avec moi pourrait changer sa vie à jamais. Valérie, quant à lui, était visiblement nerveux. Il a commencé à me poser des questions indirectes sur mon passé, en essayant de découvrir ce que je savais de ses plans. Mais je gardais un sourire énigmatique chaque fois que le sujet était abordé, le rendant de plus en plus anxieux. C'est un jeudi que tout a commencé à s'accélérer. Je suis rentrée à la maison après une consultation médicale et j'ai trouvé Bertrand en train de fouiller dans ma commode, cherchant clairement quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» ai-je demandé depuis la porte en le voyant se figer avec un tiroir ouvert dans les mains. « Je cherchais de l'aspirine pour un mal de tête, » a-t-il menti, le visage rouge de honte. « L'aspirine est dans la salle de bain, pas dans mon tiroir de sous-vêtements, » ai-je répondu en entrant dans la pièce et en fermant la porte derrière moi. « Tu cherchais les lettres, n'est-ce pas ?» Il s'est retourné pour me faire face et, pour la première fois depuis des années, j'ai vu une vulnérabilité sincère dans les yeux de mon fils aîné. « Maman, ces choses que tu dis, à propos de cet Antoine, c'est vrai ?» Je me suis assise sur le bord du lit, en observant mon fils de 28 ans se transformer à nouveau en le garçon fragile qu'il était autrefois. « C'est vrai, Bertrand, très vrai. Et ça a à voir avec moi ?»
La question que j'attendais depuis des semaines a finalement quitté ses lèvres. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que les prochains mots changeraient notre relation à jamais. Cela a à voir avec vous tous, mais surtout avec toi. Il s'est assis sur la chaise de ma coiffeuse, les mains tremblant légèrement. Comment ça? Tu es né 7 mois après mon mariage avec ton père. 7 mois, Bertrand, pas 9. J'ai vu la confusion se répandre sur son visage. Je suis né prématurément? Ou tu as été conçu avant mon mariage, ai-je répondu, en laissant les mots peser dans l'air entre nous. À une époque où je voyais encore Antoine, le silence qui a suivi a été assourdissant. Bertrand me regardait comme s'il voyait une étrangère, comme si toute sa compréhension de sa propre identité était remise en question. Vous êtes en train de dire que papa n'est peut-être pas mon père? Je dis qu'il existe cette possibilité, une possibilité que je porte comme un fardeau depuis 28 ans. Il s'est levé brusquement de la chaise, en marchant de long en large dans la petite pièce. Pourquoi n'avez-vous jamais fait un test? Pourquoi n'avez-vous jamais découvert la vérité? Parce que j'avais peur, ai-je admis. Peur de détruire. La famille, peur des conséquences, peur que vous me détestiez encore plus. Plus? Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé. Vous pensez que nous vous détestons? Vous m'avez battu, Bertrand. Vous avez participé lorsque votre père a ordonné qu'on me blesse physiquement. Vous me traitez comme une employée dans ma propre maison. Comment dois-je interpréter ça? Pour la première fois, j'ai vu un remords réel dans ses yeux. Maman, c'était... Papa a dit que c'était nécessaire. Que vous... Ton père ment, ai-je interrompu. Il ment sur moi, il ment sur l'argent, il ment sur d'autres femmes, et il a peut-être menti sur le fait d'être ton père aussi. Ce soir-là, pendant le dîner, la tension était palpable. Bertrand a à peine touché à sa nourriture, en regardant alternativement moi et Valérie, comme s'il voyait les deux sous un nouveau jour. Les autres enfants ont remarqué l'atmosphère étrange, mais ils ne savaient pas exactement ce qui se passait. « Bertrand, tu es malade ?» a demandé Valérie, remarquant que son fils ne mangeait pas. « Juste, je réfléchis », a répondu Bertrand, sa voix plus basse que d'habitude. « À quoi ?» Bertrand m'a regardé, comme s'il demandait la permission de quelque chose. J'ai acquiescé presque imperceptiblement, aux choses que maman dit à propos de son passé. La fourchette a glissé de la main de Valérie, faisant du bruit en tombant dans l'assiette. Quelle bêtise elle te raconte? Ce ne sont pas des bêtises, a répondu Bertrand, sa voix gagnant en fermeté. Ce sont des choses sérieuses, à propos de notre famille. Bertrand, mon fils, ta mère devient sénile. Tu ne dois pas écouter. C'est fantasme. Fantasme, est intervenue Iris. Papa, maman a parlé d'un homme appelé Antoine. C'est un fantasme? Valérie a visiblement pâli. Elle vous a parlé de ça? Elle nous a dit qu'elle avait aimé un autre homme avant. Vous, a dit Daphné. Et que cela nous concernait. Côme, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. Maman, vous allez expliquer clairement ce qui se passe ou non. J'ai regardé autour de la table, en voyant tous mes enfants me fixer avec un mélange de curiosité et d'anxiété. Valérie était clairement paniquée, en essayant de contrôler une situation qui lui échappait. Très bien, ai-je dit en posant ma fourchette dans mon assiette. Je vais vous dire toute la vérité. Au cours des 20 minutes suivantes, j'ai raconté l'histoire d'Antoine. Comment nous nous sommes rencontrés, comment s'est déroulée notre relation, comment mon père m'a forcé à épouser Valérie, comment Antoine et moi nous sommes rencontrés une dernière fois après mon mariage. « Vous avez trompé papa ?» a demandé Paul, choqué. « Je n'ai pas trompé. J'ai rencontré l'homme que j'aimais avant de me marier, à une époque où je me débattais encore contre un mariage que je ne voulais pas. »« Mais vous étiez déjà à marier ?» a rugi Valérie, en essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Oui, marié à un homme qui prévoit maintenant de me voler, de m'abandonner et de s'enfuir avec une autre femme, ai-je rétorqué, en le voyant pâlir encore. Plus, le silence qui a suivi a été total. Mes enfants me regardaient comme s'ils voyaient une étrangère, et Valérie ressemblait à un animal acculé. « Comment savez-vous ça ?» a demandé Bertrand.
Parce que j'ai découvert les documents que votre père a falsifiés. Parce que j'ai rencontré Rosangela, la femme avec laquelle il prévoit de refaire sa vie en utilisant l'argent qu'il m'a volé. Quel argent ? A demandé Iris. Les 3 comptes bancaires secrets qu'il détient. L'argent qu'il prétendait ne pas avoir pour les dépenses de la maison, mais qu'il gardait pour sa nouvelle vie. Valérie s'est levée brusquement de la table. Vous allez croire cette folle ? Elle invente tout ça pour se venger, parce qu'on a découvert quel genre de femme elle est vraiment. Quel genre de femme, papa ? A demandé Com, et il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait réaliser qu'il commençait à remettre en question la version de son père. Une femme qui est capable de tromper son mari et ensuite d'inventer des mensonges pour se justifier. Et vous ? Bertrand s'est levé aussi en fixant son père. Quel genre d'homme êtes-vous ? La question a résonné dans la cuisine comme un coup de feu. Valérie a regardé son fils avec surprise et colère. Comment oses-tu me remettre en question ? Je remets en question parce que maman a peut-être raison. Peut-être que la famille parfaite que nous pensions avoir est un mensonge. C'est alors que j'ai pris la décision finale. Je me suis levée de table et je suis allée chercher la boîte à chaussures dans ma chambre. Quand je suis revenue, je l'ai posée sur la table de la cuisine, devant tout le monde. Vous voulez savoir toute la vérité ? La voici. J'ai ouvert la boîte et j'ai commencé à sortir les lettres d'Antoine, les photos, les souvenirs d'un amour que j'ai gardé secret pendant 35 ans. Mes enfants se sont approchés, curieux, tandis que Valérie restait à l'écart, visiblement paniquée. « Voici », ai-je dit en montrant une photo jaunie. L'homme que j'ai vraiment aimé. Antoine Santos, professeur, homme honnête, qui me traitait comme une reine. Bertrand a pris la photo avec des mains tremblantes, en étudiant chaque détail du visage de l'homme. Il me ressemble. Il te ressemble, ai-je confirmé. Beaucoup. Ça ne prouve rien, a crié Valérie. Ce ne sont que les fantasmes d'une femme frustrée. Ça ne prouve rien, ai-je acquiescé. Mais un test ADN, ça prouve. Et j'en ai déjà fait faire un. Le silence qui a suivi a été le plus profond que j'ai jamais connu dans cette maison. Mes 5 enfants me regardaient avec un mélange de choc, de curiosité et de peur. Valérie était pâle comme un fantôme. « Quand ?» a demandé Bertrand, sa voix presque un murmure. « La semaine prochaine, nous aurons les résultats. Et alors, nous saurons qui est vraiment le père de chacun de vous. » La semaine qui a précédé les résultats du test ADN a été la plus tendue de l'histoire de notre famille. Valérie me parlait à peine, passait ses journées enfermée dans le bureau improvisé à passer des appels chuchotés. Mes enfants me regardaient avec un mélange de curiosité et de ressentiment, comme si j'avais enfreint une règle sacrée en remettant en question leur paternité. C'est un lundi que ma vie a pris un tournant que je n'attendais même pas. Valérie n'est pas descendue pour le petit déjeuner, ce qui ne se produisait jamais. Quand je suis montée voir ce qui se passait, je l'ai trouvée allongée sur le sol de la chambre, respirant difficilement et avec le visage pâle comme du papier. « Valérie !» ai-je crié en m'agenouillant à côté de lui. Même si notre mariage était un enfer, voir un autre être humain souffrir a réveillé mon instinct de soignante. Je n'arrive pas à respirer, a-t-il murmuré en serrant ma main avec une force désespérée. J'ai appelé l'ambulance et dans les minutes qui ont suivi, notre maison s'est transformée en chaos. Mes 5 enfants sont arrivés en courant, des infirmiers montaient et descendaient les escaliers, et je me suis retrouvée au centre d'une urgence médicale qui allait tout changer. À l'hôpital, les médecins ont été directs. Cancer du poumon à un stade avancé. Valérie avait au maximum 3 mois à vivre, peut-être moins. L'ironie du sort était cruelle. Au moment où j'étais enfin prête à le détruire, la vie se chargeait de le faire à ma place. Comment est-ce possible ? A demandé Bertrand au médecin, sa voix étranglée. Il ne s'est jamais plaint de rien. Le cancer du poumon peut être silencieux jusqu'à des stades très avancés, a expliqué le docteur Lemaire. Malheureusement, lorsque les symptômes apparaissent, il est souvent trop tard. Dans les jours qui ont suivi, c'est moi qui ai pris soin de Valérie à l'hôpital. Mes enfants apparaissaient de temps en temps, restaient quelques minutes gênés au bord du lit, et trouvaient rapidement des excuses pour partir. C'était ironique, eux qui avaient toujours été si unis à leur père au moment de me maltraiter, maintenant qu'il avait vraiment besoin d'eux,
Il disparaissait, comme de la fumée. « Pourquoi fais-tu ça ?» a demandé Valérie un après-midi, sa voix faible à cause des médicaments. « Pourquoi prends-tu soin de moi après tout ça ?» J'ai ajusté l'oreiller derrière sa tête, en observant comment l'homme qui m'avait autrefois terrorisé avait maintenant l'air fragile comme un enfant. « Parce que c'est ce que font les gens décents, Valérie. Ils prennent soin de ceux qui en ont besoin, même quand ils ne le méritent pas. » Il a fermé les yeux, et pendant un instant, j'ai pensé qu'il s'était endormi. Mais alors, il a commencé à parler, sa voix un murmure presque inaudible. « Je savais. » « Tu savais quoi ?»« À propos d'Antoine. À propos de vous. J'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un d'autre dans ton cœur. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. « Comment ?»« Tu prononçais son nom quand tu dormais. Dans les premières années de mariage, tu rêvais de lui et tu murmurais son nom. » Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Toutes ces années, toute cette persécution, toute cette jalousie maladive, et il a toujours su que j'aimais un autre homme. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?»« Parce que je t'aimais, » a-t-il répondu, en ouvrant les yeux pour me regarder, à ma manière tordue, mauvaise, maladive, mais je t'aimais. Et je savais que si je parlais d'Antoine, tu partirais. Alors tu as préféré me torturer. J'ai préféré essayer de l'effacer de ta mémoire. J'ai pensé que si j'étais assez dur, assez contrôlant, tu l'oublierais et tu apprendrais à m'aimer. Et les autres femmes, Rosangela ? Valérie a respiré difficilement avant de répondre. Vengeance. Chaque fois que je te voyais regarder par la fenêtre avec ce regard distant, je savais que tu pensais à lui. Alors je cherchais d'autres femmes pour essayer de ressentir ce que tu ressentais pour lui. La révélation m'a laissé sans voix. Pendant 35 ans, nous avons vécu un mariage basé sur des mensonges, de la manipulation et une douleur non résolue qu'aucun de nous n'a eu le courage d'affronter. Et l'argent, les documents falsifiés ? J'allais m'enfuir, a-t-il admis. J'allais prendre l'argent et disparaître avec Rosangela. J'ai pensé que ce serait mieux pour toi aussi, enfin, libre d'aller chercher ton Antoine. Tu allais me laisser sans rien. J'allais laisser la maison. C'est dans mon testament, tout te revient. C'est à ce moment-là que Maître Dubois est arrivé à l'hôpital, portant une enveloppe que j'ai immédiatement reconnue. Les résultats de l'ADN. « Madame Magnolia, les résultats sont arrivés », a-t-il dit en regardant nerveusement Valérie, sur le lit. « Voulez-vous les voir maintenant ?» J'ai regardé mon mari mourant, puis l'enveloppe qui contenait la vérité que je poursuivais depuis des décennies. Vous pouvez parler devant lui. Maître Dubois a ouvert l'enveloppe et a lu, à voix haute, « Bertrand Santos Silva, probabilité de paternité avec Antoine Santos, 99,7%. Iris Santos Silva, probabilité de paternité avec Valérie Silva, 99,8%. Com Santos Silva, probabilité de paternité avec Antoine Santos, 99,4%. Daphné Santos Silva, probabilité de paternité avec Valérie Silva, 99,9%. Paul Santos Silva, probabilité de paternité avec Antoine Santos, 99,6%. Le silence qui a suivi a semblé éternel. Valérie me regardait avec une expression indescriptible. Douleur, soulagement, tristesse, acceptation. 3 de mes 5 enfants étaient d'Antoine. Seules Iris et Daphné étaient vraiment les filles de Valérie. « Maintenant tu sais ?» a-t-il murmuré. « Maintenant tu as la vérité que tu as toujours voulu. » Ce soir-là, j'ai appelé tous mes enfants et je leur ai demandé de venir à l'hôpital. Il était temps qu'ils connaissent toute la vérité. Quand ils sont arrivés, je les ai tous réunis dans le couloir et je leur ai parlé de l'état de Valérie et des résultats de l'ADN. La réaction a été dévastatrice. Bertrand s'est effondré sur une chaise, les mains cachant son visage. Com a commencé à marcher de long en large, en murmurant « Ce n'est pas possible ». Paul, mon Benjamin, a commencé à pleurer comme un enfant. Seuls Iris et Daphné sont restées relativement calmes, peut-être parce qu'elles savaient que cela ne changeait rien pour elles. « Ça veut dire que je ne suis pas leur frère ?» a demandé Bertrand en montrant Iris et Daphné. « Vous êtes demi-frères et sœurs, ai-je expliqué. Vous partagez la même mère, mais pas le même. »
père. Et notre père, notre vrai père, où est-il? C'était la question que je craignais, mais que je savais qui viendrait. Antoine est mort il y a 5 ans, ai-je répondu en sentant les larmes revenir dans mes yeux. Un cancer aussi. Il est mort seul, dans une maison de retraite à Lyon. Les pleurs de Paul se sont intensifiés. Mon plus jeune fils, qui a découvert à 20 ans que l'homme qu'il avait toujours appelé papa était en fait un étranger, et que son vrai père est mort sans jamais le connaître. Dans les jours qui ont suivi, notre famille s'est reconfigurée de manière que je n'aurais jamais imaginée. Bertrand, Côme et Paul ont commencé à me solliciter, voulant tout savoir sur Antoine, comment il était, comment s'est déroulée notre relation. Iris et Daphné, ironiquement, se sont éloignées, comme si elles ne savaient plus comment se comporter avec moi. Valérie est mort un jeudi à l'aube, 3 semaines après le diagnostic. Je tenais sa main quand il est parti, et ses dernières paroles ont été « Merci d'avoir pris soin de moi. Tu as toujours été trop bonne pour moi. » Les funérailles ont été étranges. Mes enfants ne savaient pas comment réagir. Certains pleuraient la perte de leur père, d'autres étaient encore en train de digérer la découverte qu'il n'était pas vraiment leur père. Rose Angela est apparue à la cérémonie, pleurant, plus que n'importe lequel d'entre nous, et j'ai ressenti une peine sincère pour elle. Elle aussi avait été trompée par Valérie. Après les funérailles, quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai trouvé un testament que Valérie avait laissé sur la table de la cuisine. Comme promis, il m'a tout laissé. La maison, les comptes bancaires secrets, tout. À la fin du document, il y avait une lettre manuscrite. « Magnolia, tu méritais un homme meilleur que moi. Tu méritais d'être aimé comme Antoine t'aimait. Pardonne un homme qui n'a jamais su aimer correctement. Utilise cet argent pour être heureuse des années de vie que tu as sacrifiées pour moi. Tu as toujours été la femme la plus forte que j'ai jamais connue. » Aujourd'hui, 6 mois plus tard, notre famille se reconstruit lentement. Bertrand, Côme et Paul me rendent visite régulièrement, voulant connaître la mère qui était cachée pendant des décennies derrière la soumission forcée. Iris est encore confuse, mais petit à petit, elle se rapproche. Daphné est la seule qui garde ses distances, peut-être parce qu'elle a toujours été la plus semblable à son père. J'utilise l'argent que Valérie a laissé pour aider mes enfants, mais aussi pour moi-même. J'ai acheté de nouveaux vêtements, j'ai teint mes cheveux, j'ai commencé à prendre des cours de peinture, des choses que j'ai toujours voulu faire, mais que je n'ai jamais eu le courage de faire. Parfois, quand je suis seule sur le balcon, je regarde le ciel et je parle avec Antoine. Je lui parle de nos enfants, de leur beauté et de leur intelligence, de combien j'aurais aimé qu'ils les connaissent. Et je le remercie d'avoir eu la force de me battre pour la vérité, même s'il a fallu 35 ans pour la trouver. La femme soumise que j'ai été pendant des décennies est morte avec Valérie. Ce qui est resté, c'est Magnolia, la femme qui a toujours été là, attendant son heure. De briller, et enfin, à 62 ans, j'apprends ce que c'est que d'être vraiment libre.